Est-ce qu'on utilise la disposition de dérogation pour à peu près n'importe quoi de nos jours? Mais mon père dirait que c'est tuer des mouches avec des pelles à charbon. Il y a d'autres moyens de régler des enjeux comme ceux-là, évidemment. Il s'était démontré dans le cas d'identité de genre qu'effectivement, il y avait des moyens d'à la fois concilier le rôle des parents et le respect de la construction identitaire d'un enfant. Mais il existe aussi des moyens très pratico-pratiques. Je ne suis pas un spécialiste de la Constitution, mais il reste qu'un renvoi à la Cour suprême, par exemple, permet d'avoir des éclaircissements sur la nature et la portée d'une loi provinciale ou d'une loi fédérale. Comment il se fait qu'on n'utilise pas ces moyens-là pour être capable de préciser ces choses-là? C'est toujours un petit peu bon, évidemment, c'est utilisé de manière préventive. Oui. Et c'est là l'abus, hein? C'est-à-dire, on fait la menace politique, on va se servir de la clause dérogatoire, on le fait de manière préventive. Et je trouve que ça banalise. Il y a une banalisation. On parle de la Constitution du pays, on parle de la Charte des droits et des libertés, puis on traite ça comme si c'était essentiellement un contrat de vente. On peut utiliser ça, négocier autour de ça. Moi, je pense que, en tout cas, ça m'inquiète considérablement. Okay. Est-ce qu'on détourne le sens de la loi, Maxime? Pas du tout. En fait, moi, je pense que ne pas permettre son utilisation, c'est détourner le sens de la loi. Parce que quand on a adopté la Constitution canadienne, on n'a pas adopté, quand ils l'ont choisi, ils l'ont fait en 1867, l'idée même des provinces, c'était de pouvoir avoir des options différentes, des différences régionales. Et quand ils ont rapatrié la Constitution, les provinces ont voulu mettre la clause dérogatoire dans la nouvelle Constitution pour être capable de se donner une marge de manœuvre pour faire des choix. Parce que la Charte a un effet uniformisant en grandeur du pays. Oui. Et il y a des provinces qui disaient non, non, nous autres, on a des sociétés qui ne sont pas pareilles les unes les autres, puis on veut pouvoir faire nos choix. Fait que pour moi, c'est une bonne chose qu'on puisse utiliser une clause comme ça. Mais pour des choses très fondamentales, par exemple, le Québec, pour la loi 21, a invoqué cette disposition de dérogation en disant, nous, on va protéger notre loi 21 sur la laïcité. C'est fondamental pour vous? Mais ça d'abord, c'est une nouvelle interprétation parce que ce que la Constitution dit, c'est qu'on le fait comme on veut. C'est l'arrêt Ford, là. C'est les provinces qui ont juste à décider de le faire. Ils le font, puis ça n'a pas besoin d'être une bonne raison. Ça n'a pas besoin d'être une bonne raison. Quant au Nouveau-Brunswick, en 2019, pour la vaccination obligatoire des élèves, ou en 2018, l'Ontario, pour réduire la taille du conseil municipal de Toronto, on ne va pas trop loin. Ce que je dis, c'est que la loi dit qu'on n'a pas besoin. L'arrêt Ford, là, ça dit qu'on n'a pas besoin d'avoir une bonne raison. C'est un privilège des provinces. Okay. Selon Benoît Pelletier, le constitutionnaliste québécois, lui, il dit que c'est à peu près le seul outil constitutionnel qui reste pour que les provinces puissent défendre leurs différences. Si on enlève ça, c'est le rouleau compresseur fédéral qui fait que les identités locales disparaissent. Puis les premières victimes, c'est les francophones puis le Québec. Qu'en pensez-vous, Jacinthe-Ève? Bien, l'utilisation de la clause dérogatoire, elle est utilisée lorsque un sujet tient à cœur à une administration provinciale ou municipale. Qui sommes-nous ici au Québec pour comprendre réellement ou pour juger de l'importance d'un tel sujet pour la Saskatchewan? Je pense que c'est effectivement un privilège qui mérite de rester et ça démontre à quel point cet enjeu-là d'obliger les écoles d'informer les parents ou de tenir compte des parents avant l'âge de 16 ans dans des questions aussi délicates, ça démontre à quel point ça tient à cœur aux parents, ça tient à cœur au gouvernement et à quel point on est prêt à tout pour défendre ce droit-là, le droit des parents d'être impliqués dans des décisions d'une telle ampleur. Et combien donc, dans ce cas-ci, il est tout à fait légitime d'utiliser la disposition de dérogation, dites-vous, dans ce cas-là? Moi, je trouve que c'est tout à fait légitime. C'est un combat que le Nouveau-Brunswick et la Saskatchewan sont prêts à mener et ça démontre une grande sensibilité à l'égard de cette question-là. Ça démontre aussi que peut-être que la société canadienne, ou du moins dans ces provinces-là, mais peut-être que la société canadienne doit se poser davantage de questions à ce niveau-là. Les enfants de 16 ans ne peuvent pas voter, ne peuvent pas conduire, mais pourraient finalement entamer des démarches sans consentement parental en bas de 16 ans. C'est une question fondamentale qui nécessite beaucoup plus qu'un simple jugement là, de coin de table. D'accord. Justin Trudeau, en janvier dernier, disait ben là, la clause dérogatoire à toutes les sauces, on est en train de vivre une certaine banalisation de cette suspension des droits. Et parce que c'est ça, dans le fond. Quand on utilise la clause dérogatoire, c'est qu'on suspend des droits qui sont dans la Charte des droits et libertés. Et je continue sa citation. Et quand tu combines
cela, à la montée du populisme un peu partout dans le monde, on voit qu'il y a des préoccupations sur ce qui pourrait être fait. Est-ce que M. Trudeau a raison de dire qu'on peut banaliser jusqu'à un certain point la disposition de dérogation, Maxime? Bien, encore une fois, ça dépend de quel droit on parle. Au Québec, on se bat pour des droits collectif sur la langue, le droit de faire un choix collectif sur la laïcité, un droit collectif sur l'enseignement en français. Et la Charte canadienne, frénétiquement, ne défend que les droits individuels. Et c'est là où il y a un affrontement qui se fait. Et la clause dérogatoire permet de défendre des droits collectif, ce que M. Trudeau ne reconnaît pas. Lui, c'est un État post-national. Là. On est tous pareils, puis il n'y a pas de communauté nationale à l'intérieur du Canada. Bien, moi, je pense qu'il y en a une au Québec, puis j'ajouterais qu'il y a des francophones hors Québec qui ont aussi des droits collectifs qui peuvent être défendus par une clause comme celle-là. Cyril? C'est le cas, effectivement. Il n'y a pas que des droits individuels, il y a des droits collectifs. Déjà dans la Constitution et dans la Charte, notamment la protection, évidemment, de notre droit à gérer notre système scolaire, par exemple. C'est un aspect. Mais moi, ce que je trouve derrière ça, c'est qu'il y a un danger d'une tyrannie de la majorité derrière ça. Et puis c'est ça qui me préoccupe. C'est un outil qui est important. Je pense que ça nous permet d'avoir une certaine flexibilité. Mais il faut se poser la question, au bout du compte, si on arrive avec une espèce de courte pointe de provinces qui auront eu ces distinctions-là à un niveau très, très poussé, est-ce qu'on est toujours dans le même pays? Est-ce qu'on vit dans le même pays, en réalité, ou est-ce qu'on vit dans une espèce de magma de provinces complètement singulières les unes les autres? Je pense que ça pousse l'idée de la réflexion sur le fédéralisme ou le nouveau fédéralisme. Puis on n'a pas cette conversation-là tout de suite. Là. On la regarde d'un point de vue strictement juridique. Bien là, on ne peut pas avoir un pays d'un océan à l'autre puis pas tenir compte des disparités régionales, des disparités culturelles d'un océan à l'autre. Et les États-Unis sont un bel exemple. C'est pas une confédération, c'est une fédération, bien sûr, mais c'est un bel exemple que chaque État mène ses affaires de façon bien différente. Et au bout du compte, un Américain se sent américain d'un bout à l'autre du pays. Là. Donc, faut pas partir en fou avec ça, là, la tyrannie de la majorité. Je trouve qu'on en fait un grand plat. C'est important aussi de laisser les administrations municipales et provinciales pouvoir gérer en fonction là, des disparités. Bien, moi, je ne veux pas me chicaner avec Cyril, mais je reviendrai sur la tyrannie de la majorité. Il ne faut pas oublier que c'est suspensif pour 5 ans dans une société libre et démocratique où les médias surveillent. Et sur 5 ans, il y a toujours une élection. Ça fait qu'on a des contre-pouvoirs pour des abus de clauses dérogatoires qui peuvent être utilisés. Je vous mentionne aussi que l'Alberta a adopté une loi sur la souveraineté l'an dernier pour lui permettre de rejeter les programmes fédéraux que l'Alberta juge inconstitutionnels. La première ministre Danielle Smith menace de l'utiliser pour contester toute tentative du gouvernement fédéral d'imposer un réseau électrique carboneutre d'ici 2035 parce que l'Alberta est toujours très dépendante du gaz naturel. Voici Danielle Smith. Under the proposed changes, our province would be left at risk of blackouts and brownouts, at the mercy of minus 30-degree deep freezes during the coldest months of the winter and plus 30-degree heat waves in the hottest months of summer. We're preparing a Sovereignty Act motion, and I'm hoping we don't have to use it. That's why we're at the table having these negotiations. Je reviens un peu sur ce que Cyril a laissé entendre à un certain moment. Est-ce qu'il n'y a pas une désunion qui est en train de se produire quand on utilise autant la disposition de dérogation et que l'Alberta est rendu à adopter une loi sur la souveraineté, Maxime? D'abord, on ne l'utilise pas autant, là. On l'utilise beaucoup plus. On a 8 fois en 5 ans. On a menacé 8 fois en 5 ans. Je ne sais pas combien de fois sur 8 et on l'a vraiment utilisation fait. Ou menace d'utilisation 8 fois. Dans les faits, c'est assez peu Et 7 fois utilisé. avant depuis 82. Je m'excuse. Allez-y. Et Cyril pose la bonne question. C'est une certaine vision du fédéralisme. Est-ce qu'un réseau carboneutre en Alberta, est-ce qu'on a besoin d'avoir le même réseau partout au Canada? Je ne suis pas sûr. Est-ce que l'obligation d'informer les parents d'un changement au prénom d'un enfant, ça a besoin d'être 16 ans partout? Ça peut être 15, ça peut être 4, je ne sais pas. Mais moi, je ne suis pas certain qu'on a besoin dans ces domaines-là d'une politique pan-canadienne. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.